Je sais que plusieurs d'entre vous attendaient avec impatience le retour de ce rendez-vous. Nous aussi, je peux vous le dire, les jeudis, on va prendre le temps d'expliquer, d'analyser, de comprendre les grosses nouvelles de la semaine sur la scène politique un peu partout au pays. On va vous présenter différents points de vue aussi pour vous aider, on espère, à y voir un peu plus clair. Et je vous présente le trio qui va lancer cette nouvelle saison du panel avec nous ce soir. Amanda Simard, Tasha Kheiriddin et Emily Foster. Bonsoir à toutes les trois. Bonsoir. 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 Commençons avec la grosse journée d'aujourd'hui sur la scène politique au Québec. Ça brasse dans les rangs du gouvernement de François Legault. Il y a des ministres qui ont annoncé leur départ dans les dernières semaines. Et là, voilà que la députée de Rimouski, Maïté Blanchette-Vézina, claque la porte du caucus de la coalition Avenir Québec avec fracas. Elle va dorénavant siéger comme indépendante. Elle avait beaucoup de critiques à l'endroit de son ancien chef, M. Legault. On l'écoute. Mais pour aller au combat ensemble, il faut savoir clairement ce qu'on défend, y adhérer et surtout avoir confiance en son chef et sa garde rapprochée. Et malheureusement, c'est plus le cas pour moi. Je ne peux plus aujourd'hui continuer d'endosser des décisions qui sont prises sur le dos des régions. Il faut savoir que Mme Blanchette-Vézina avait été écartée du Conseil des ministres lors du remaniement la semaine dernière. Elle dénonce la place des régions, la place des femmes au sein du gouvernement, invite François Legault à réfléchir à son avenir. Émilie, je commence avec vous. Ça vous dit quoi? Est-ce que c'est un cas isolé ou peut-être le début d'une grosse vague? Écoutez, c'est certain que j'ai parlé à beaucoup de gens dans les 2 dernières semaines et le moral du caucus n'est pas nécessairement à son plus haut. Et en plus, quand il y a un remaniement, il faut toujours se dire qu'il y a des mécontents aussi. Donc, ça ajoute une couche. Les gens sont extrêmement conscients que pour François Legault, c'est difficile. Ils l'entendent sur le terrain. Les gens ont beaucoup de récriminations à l'endroit du premier ministre. Les sondages le démontrent. Encore cette semaine, un léger qui nous dit que le taux de désapprobation du gouvernement est à 70 %. Donc, c'est immense. Et le niveau également de popularité de François Legault, il est très, 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 très bas, un niveau historique. Alors, écoutez, à partir de là, pour François Legault, ça va être très difficile, là, parce que ça peut être un déclencheur de plusieurs autres choses cet automne. Il devra tôt ou tard faire cette réflexion à dire, est-ce que je laisse la troisième voie possiblement périr avec moi aux prochaines élections ou je cède les rênes à quelqu'un d'autre. Alors, ce sera une réflexion. Et les députés, je pense, laissent la chance aux coureurs pour l'automne, voir si l'aiguille des sondages bougera. Mais si cette aiguille-là ne bouge pas ou bouge très, très peu, François Legault, là, ça va être extrêmement difficile à tenir comme situation pour lui en décembre et en janvier. Là. Moi, je vous le dis, dans le caucus, à un moment donné, ça va gronder davantage, là. Oui, Tasha, moi, ça m'a rappelé un petit peu le départ de Mme Freeland qui, à l'époque où elle était avec Justin Trudeau. Et cette démission-là, ça avait fait beaucoup de bruit. Et là, tout le monde a dit, bon, c'est peut-être le départ de quelque chose. Est-ce que c'est un déclencheur, ce qu'on voit aujourd'hui, vous pensez? Ça pourrait l'être. On a posé la question justement à Mme Blanchette-Vézina. Est-ce que vous êtes Mme Freeland? Elle a patiné un peu, non. Mais c'est sûr que les faits, c'est similaire. Peut-être un mini Freeland, on pourrait dire. Et je suis d'accord que si les choses continuent d'aller mal aux urnes, dans les sondages, la CAQ est en 4e place dernièrement, que d'autres députés vont regarder 2026 et dire est-ce que je me représente. C'est intéressant le cas de Mme Blanchette-Vézina parce que son comté à Rimouski, c'était péquiste depuis 1994 et elle l'a remporté en 2022. Mais est-ce qu'elle le ferait la prochaine fois sous une bannière indépendante, sous la CAQ? Probablement non, avec la façon que les choses se déroulent. Alors, je suis intéressée à savoir non seulement si elle a débarqué, s'il y a d'autres mondes qui font la même chose, mais si elle change de bord. Parce que oui, c'est beau à dire la troisième voie, mais la troisième voie est en train de s'effondrer et sans vision. Elle a dit ça souvent, elle n'est pas d'accord avec la vision de la CAQ. Sans vision pour cette troisième voie, qu'est-ce que la CAQ va apporter au décor politique? C'est la question que M. Legault doit penser et doit s'interroger sur son avenir aussi. Oui, c'est ça. J'imagine que les députés, à un an des élections, commencent eux aussi à regarder les sondages et penser à leur propre réélection. Est-ce que j'ai des chances, oui ou non, de gagner avec ce qui est en train de se passer? Amanda, comment vous voyez ce qui s'est passé aujourd'hui? Oui, alors je vois la ressemblance avec le fédéral. Oui. Et la question qui se posait à l'époque, et ça se pose en ce moment avec le caucus de la CAQ, c'est pourquoi les députés ne sortent pas publiquement ou mettent la pression sur François Legault pour partir, pour avoir la chance d'avoir une course à la chefferie, pour sauver le parti? Et la réponse, je crois, c'est qu'il faut se mettre à leur place, qu'il y a plusieurs, et c'était le cas au fédéral, plusieurs des députés ressentent une certaine loyauté au chef. Ils doivent leur carrière et peut-être leur poste de ministre et leur poste comme député
à M. Legault. Ils ont vécu des belles années, ils sont fiers des programmes et tout ce qu'ils ont accompli ensemble. Alors, c'est très difficile. Il y avait ça au fédéral, même si la grogne était là. C'est très difficile à dire à celui qui t'a placé dans cette situation-là de dire c'est le temps de partir, bye. Mais il y avait eu un petit groupe au fédéral qui s'était organisé et qui était de plus en plus gros là, pour réclamer le départ de M. Trudeau. Est-ce qu'on pourrait voir la même chose, Amanda, vous pensez? Je crois que oui. Je pense que c'est le début et peut-être que ça va encourager les autres à partir ou à parler. Je pense qu'ils ne veulent pas partir, ils ne veulent pas partir du caucus, mais c'est le temps pour une course à la chefferie s'ils veulent sauver leur parti. OK. On verra ce que les prochains mois nous réservent. C'était aussi cette semaine la rentrée parlementaire à Ottawa. Une nouvelle dynamique à la Chambre des communes avec le retour de Pierre Poilievre, avec un ton peut-être un peu plus conciliant. Curieux de savoir ce que vous en avez pensé. À quoi vous attendez comme atmosphère cet automne? Tacha, tiens. Ben oui, il était plus conciliant, un peu fait. Il a fait une blague au début. Il était en retard à cause de la partielle. Il était, je dirais, assez respectueux envers M. Carney. Leurs échanges n'étaient pas acerbes comme on aurait eu avec M. Trudeau, mais c'est une cible différente pour M. Poilievre. Mais on a vu cette semaine, ça s'est corsé un peu dans le sens que les conservateurs vont apporter ou apportent des idées sur le plancher. Et c'est là, je pense, qui serait la force pour eux, des idées sur la criminalité, par exemple, des projets de loi potentiels pour freiner le bail qui permet aux gens de constamment rester, de sortir quand ils font des récidives, qui font les manchettes. Je pense que c'est sur ces points-là et l'économie aussi que s'il apporte de la matière positive et constructive au lieu de simplement critiquer, ce que Andrew Scheer a dit déjà qu'ils vont faire, je pense que ça va être plus productif peut-être pour les conservateurs et ils pourraient se positionner plus comme un premier ministre en attente que simplement un chef de l'opposition. OK. À quoi vous attendez, Émilie, un nouveau ton peut-être aux communes? Je pense qu'il y aura un nouveau ton. De toute façon, actuellement, là, personne veut retomber en élection. Maintenant, là, cet automne, personne veut y aller. Ça, c'est sûr et certain. Donc, juste pour cette raison-là, le ton sera certainement plus acceptable et collaboratif. On se souviendra, l'an dernier, le Parlement était littéralement bloqué. Donc, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Il n'y avait plus moyen de faire marcher rien. Alors, cet automne, bon, quant à Poilievre, je pense que Tacha a tout à fait raison. Il devra être sur un mode où il fait des propositions et non pas à l'attaque constamment, comme on l'a connu, et ça ne lui a pas réussi. C'est un peu là, ce qui a fait ça et peut-être le fait qu'il n'avait pas pivoté pendant sa campagne sur Trump, mais c'est une des raisons là, qui faisait qu'il a perdu son comté et également qu'il n'est pas aujourd'hui premier ministre du Canada. Donc, il devra se montrer premier ministrable et ça implique d'apporter des solutions à des problèmes complexes. Alors, est-ce qu'il sera capable de relever ce défi-là? Est-ce que ça fera bouger l'aiguille des sondages? La suite nous le dira. Mais lui aussi, là, il est sur un siège éjectable dans la mesure où il y aura un vote de confiance cet hiver. Alors, on verra, là, mais peut-être que tout n'est pas acquis pour lui non plus de ce côté-là. On sait qu'il y a des conservateurs dans l'Est du pays qui s'organisent, qui ne sont pas tellement pro-Poilievre. Alors, lui aussi, là, il devra faire ses preuves cet automne. Le fil est mince pour plusieurs chefs de parti en ce moment. Amanda, comment vous voyez l'automne au fédéral? Oui, alors moi, je pense que le ton va changer très rapidement. Je pense pas que ça va durer. On l'a vu avec M. Poilievre, alors qu'il a commenté le départ de Mme Freeland, n'était pas capable de dire même une chose positive à son sujet. Donc, c'était assez... je pense qu'on retourne à sa personnalité du printemps. Alors, je pense que ça reste à voir, mais les conservateurs vont toujours être sur l'offensive. Ils ont le don de mettre le doigt sur les enjeux dont les Canadiens sont vraiment frustrés. Donc, la dernière année, c'est vraiment eux qui ont été très efficaces à communiquer les problèmes. Malheureusement, c'est pas eux qui ont été choisis pour les régler, mais c'est leur force, la communication. Alors, ça va vraiment être un test, je pense, cet automne pour M. Carney et son équipe, à quel point ils sont capables de reprendre le contrôle des communications, tout le discours politique qui se passe. Alors, j'ai hâte de voir ça. Oui, vous parlez de tests, il y en aura un le 4 novembre, budget fédéral, et là, il y a des chiffres mirobolants qui commencent déjà à circuler. Tacha, 100 milliards de dollars, on parle de ça peut-être comme chiffre pour le déficit. Est-ce qu'il y a un danger là pour le gouvernement? Pensez-vous que le public va acheter quand même ce budget-là, même s'il y a un montant aussi élevé de déficit? Bien, il y a certains qui vont l'acheter, mais d'autres qui vont avoir la misère à avaler ce chiffre-là. C'est épouvantable. Et c'est à cause des dépenses, les grands projets, les infrastructures, tout ce que M. Carney annonce.
qui va se faire dans les prochaines années, à un moment où le pays est en danger de tomber dans une récession. Les gens ont toujours de la misère à se payer l'épicerie ou le loyer, malgré le fait que les loyers descendent un peu dans certains marchés, mais la vie n'est pas facile pour la personne moyenne. Ce chiffre-là est tellement grand, cependant, que les gens peut-être vont tu sais, c'est trop grand pour même la compréhension. Mais je pense que le défi pour M. Carney, ça va être de le justifier. Parce que s'il ne veut pas justifier ce montant-là, c'est pas, tu sais, on se rappelle les journées de M. Chrétien, quand il était forcé d'équilibrer le budget et il a fait de l'austérité. M. Carney a parlé de cette austérité, mais son budget ne le reflète pas. 100 milliards de dollars, ce n'est pas austère. Émilie? À 100 milliards, c'est un gros chiffre. Ça va frapper l'imaginaire, mais bon, reste à voir si les gens passeront l'éponge pour cette fois-ci. Je pense que les Canadiens s'attendaient à avoir une année difficile avec les tarifs américains, avec la baisse de l'économie. C'est pas nécessairement facile, les gens le savent. Ils vont probablement, selon moi, donner la chance aux coureurs, mais peut-être avec une petite lumière jaune, mais ils donneront, selon moi, la chance aux coureurs. Je pense pas que ça va le faire baisser drastiquement dans les sondages. Maintenant, il faudra voir comment il justifiera son 100 millions. 100 milliards? Oui. 100 milliards. 100 milliards, justement. On dit ça et on n'a pas le chiffre final. Là. Ça pourrait peut-être être un peu moins que ça. Il faudra voir comment il justifiera tout ça, mais il ira sur cette fameuse, d'après moi, cette fameuse dichotomie entre les dépenses d'investissement, donc ce qui va rapporter à long terme des chantiers, versus les dépenses d'épicerie, les dépenses courantes. Donc, il va couper dans les ministères, va couper dans la bureaucratie. Il va peut-être s'en sortir comme ça. Donc, tout sera dans la façon de communiquer la chose. Oui, Amanda, sur le budget, qu'est-ce qui nous attend? Oui, alors ça va dépendre si les priorités de M. Carney et son gouvernement sont les mêmes que les priorités des Canadiens. Je pense que dès le début, la minute que M. Trump a été élu, on le savait qu'il fallait attacher notre tuque. Donc, c'était pour être une année difficile ou peut-être 4 années difficiles. Donc, le choix était de plier ou de simplement vraiment s'assurer qu'on fait les investissements nécessaires chez nous pour vraiment contrer les tarifs. Alors, on savait que ça allait être difficile. Je pense qu'on ne se l'est pas caché durant la campagne électorale, mais ça va être de vraiment voir où sont les priorités et est-ce que c'est les mêmes priorités que les gens. Alors, 4 novembre, on aura toutes les réponses. On a amplement le temps de s'en reparler. Bon, attachez vos trucs aussi à la maison. On s'arrête pour quelques minutes. Au retour, on va parler de politique provinciale. En Ontario, c'est pas facile pour les partis qui font face à Doug Ford. En Ontario, la chef du Parti libéral, Bonnie Crombie, qui est en poste depuis moins de 2 ans, a annoncé son départ. Son parti a terminé au 3e rang lors des dernières élections. Elle n'a pas réussi à remporter sa propre circonscription. Alors, les libéraux sont à la recherche d'un ou une nouvelle chef, une 3e course au leadership en 5 ans. Il faut savoir que ce parti-là a déjà été au pouvoir pendant 15 ans avant l'élection de Doug Ford. J'ai hâte de vous entendre là-dessus, Amanda. Vous avez déjà été au gouvernement de l'Ontario. Il se passe quoi avec les libéraux? Oui, alors c'est vraiment une situation difficile. Donc, une 3e course, ça va être très intéressant. J'ai une longue liste, une dizaine de choses qui se sont passées qui a fait que c'était vraiment difficile pour Mme Crombie de rester. Mais je pense que ce qu'on voit, c'est un parti très divisé. Elle a gagné, techniquement, le vote. Elle a remporté le vote de confiance avec 57 %. Ça prenait 50 plus 1. Mais en réalité, ça prend beaucoup plus que ça. Son appui était très fragile. Dès le début, elle avait gagné le leadership, rappelons-nous, avec 53 au 3e tour. Donc, il y avait la moitié du parti qui disait n'importe qui sauf elle. C'était elle et Nathaniel Erskine-Smith. Et on l'a vu en fin de semaine, c'était 57 %. Donc, ça ne s'est pas vraiment amélioré. Donc, c'est clair, elle n'a pas remporté sa propre circonscription, mais elle a fait d'énormes progrès pour le parti. Je pense que c'est important, ça, mais c'est pas assez pour garder le parti uni. Il y a quand même une partie du parti, des membres qui sont plus à gauche, et elle était très au centre. Alors, il va falloir que le ou la nouvelle chef vraiment unisse le parti. Oui. Émilie, pas facile quand on fait face à un Doug Ford? Oh non, c'est absolument pas facile quand on fait face à un Doug Ford. Il est très fort actuellement. Et naturellement, toute la situation qui se passe avec les États-Unis, là, Capitaine Canada, ça lui a collé à la peau.
peut-être un peu moins dans les derniers mois, mais quand même, ça a fait en sorte qu'il est, pour l'instant, il semble invincible. Mais le Parti libéral devra se réorganiser, devra peut-être se rapprocher du centre politique, parce que c'est là où il pourra aller gruger des votes aux conservateurs. Hein? Donc, il y aura un réalignement à faire. Mais chose certaine, le constat, c'est difficile d'être contre un Doug Ford tout-puissant présentement. Il nous reste une trentaine de secondes, Tasha. Oui, et le problème qu'ils ont, c'est aussi l'NPD qui saisit des questions comme l'éducation qui est enfin en dévolution. Le gouvernement a pris contrôle des conseils scolaires un peu partout et le Parti libéral dit rien là-dessus. Alors, leur position, ils doivent en développer des choses auxquelles les gens peuvent s'accrocher. On parle de chef potentiel du Parti fédéral aussi, ce qui est intéressant peut-être, M. Erskine Smith. Karina Gould est un autre nom qui figure. Alors, on va voir s'il va y avoir du nouveau sang peut-être pour ravivre le parti au provincial. On va suivre ça. Merci beaucoup, Amanda, Tasha, Émilie. Bonne semaine à vous. Merci d'avoir été là. Merci. Au revoir. Merci.